Alors, on a une situation de base avec une RH pas épanouie, qui est pas bien dans son job et qui voit pas l'avenir de façon très sereine. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont être concernés par ce non-épanouissement et même ce risque de burn-out, parce qu'aujourd'hui, on est sur une population qui est concernée à 82%. Ça, c'est la dernière étude des éditions Tissot avec Payfit qui le dit, mais 82% de la population RH qui est concernée par un risque de burn-out. Donc, potentiellement, et même sûrement, il y en a parmi vous qui êtes concernés, qui êtes en train de regarder cette vidéo. Je me suis demandé pourquoi il y avait autant de burn-out, pourquoi il y avait autant de manque d'épanouissement dans les RH, et je me suis dit, je vais aller poser la question à la communauté elle-même. Donc, j'avais créé la communauté de la sororité RH, qui rassemble les femmes de la fonction RH, et j'aurais demandé pourquoi ce manque d'épanouissement. J'aurais demandé quel est le plus gros problème que vous avez aujourd'hui, quel est le problème que vous souhaitez régler. Et elles m'ont parlé d'un manque de temps. On m'a dit on n'a pas le temps, on n'arrive pas du tout à prendre le temps de ce qu'on voudrait faire, il faut aller trop vite, il faut faire trop de choses, on n'a pas le temps. J'ai creusé alors et j'ai commencé à me pencher sur les sujets de l'organisation, de gagner du temps, vraiment des astuces gain de temps. Et ça semblait pas répondre aux besoins profonds, aux problématiques profondes de la population RH parce que ça marchait pas très bien en fait. Je voyais bien que ça allait plus loin que ça. Et en fait, oui, ça allait plus loin que ça. La problématique de la fonction RH, c'est pas qu'elle a pas le temps, c'est que elle n'est pas considérée par la direction, par les entreprises, par les collaborateurs aussi. Et du coup, c'est une fonction qui se retrouve avec toutes les tâches qui ne sont dévolues à personne, qui ne sont attribuées à personne. On ne sait pas à qui les donner, donc on la donne à la RH. Donc elle n'a pas le temps. C'est pas elle a pas le temps. Si elle a pas le temps, c'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'en fait, elle se retrouve à faire plein de tâches qui sont pas de la RH. Moi, c'était aussi ma problématique quand j'étais RH, c'est que je faisais plein de choses qui n'étaient pas dédiées au RH, même parfois de l'intendance, de réserver des billets de train ou de réparer des imprimantes. Là, je vais vraiment sur des trucs un peu clichés, mais par exemple, faire la gestion de la protection sociale des mutuelles, etc., et faire le lien entre les collaborateurs et la mutuelle, on peut se dire que ça pourrait être le job des mutuelles et pas forcément du service RH. Mais dans bien des cas, c'est au RH de gérer tout ça. Donc elles ont trop de travail, donc pas le temps, mais en fait c'est parce que le service RH n'est pas considéré par la direction et que du coup le rôle de la fonction RH, la posture professionnelle dans les entreprises de la fonction RH, ça fonctionne pas. Et du coup j'ai cherché pourquoi ça fonctionnait pas véritablement. On est donc sur un rôle pas OK, un rôle qui ne convient pas. Pourquoi? Il ne convient pas parce que le métier de RH aujourd'hui exploite. Et je suis désolée d'employer un mot aussi fort, mais pour moi ça relève de l'exploitation. Quand on fait faire un métier impossible à des gens, et qu'on leur demande un peu de faire tout ce que les autres ne veulent pas faire, qu'on leur demande d'annoncer uniquement les mauvaises nouvelles, qu'on leur demande d'être toujours forte, d'être toujours patiente, d'être toujours empathique, d'être toujours souriante, d'avoir toutes les qualités possibles et inimaginables, d'être bonne dans tout, d'avoir un côté littéraire, un côté chiffre, un côté social, un côté relationnel, mais pas trop, parce qu'il faut contenter à la fois la direction, les collaborateurs, les syndicats, tout le monde. Ça ne peut pas marcher, parce que il y a un énorme problème dans la fonction RH. C'est un métier qui a notamment une fonction de conseil des dirigeants et de soutien des collaborateurs, mais qui est salarié et donc qui est forcément hiérarchiquement placé sous la direction. Et donc, c'est un métier qui a besoin d'indépendance pour exister. Parce que comment une RH peut-elle travailler efficacement si elle est dans la crainte de se faire licencier chaque jour? Ce n'est pas possible et elle ne peut pas conseiller de manière indépendante et extérieure et objective. Une RH ne peut pas être objective. Du coup, soit elle accepte de ne pas être objective, soit elle va sur un côté plus indépendant. Donc c'est un métier qui a besoin d'indépendance, qui a besoin de déontologie, qui a besoin d'un code déontologique. D'autres métiers, d'autres pays l'ont fait, comme le Canada, où il y a un code déontologique des conseillers en ressources humaines. J'attends le code déontologique en France. Et au-delà de ça, je trouve que ça a aussi un lien, et je commence à creuser de plus en plus le lien qu'il y a avec le genre féminin, parce qu'il n'y a pas que le métier de RH qui est concerné par ces problématiques. On voit par exemple l'émergence du métier de office manager, qui je trouve a les mêmes problématiques que le métier de RH, ces métiers fourre-tout, ces métiers de bonne femme, à qui on va demander de faire l'intendance et toutes les tâches que les gens n'ont pas envie de faire. Ils vont le donner à l'office manager, qui est représenté principalement par des femmes
On a des métiers, les métiers du soin, les métiers d'infirmière, d'aide-soignante, c'est des métiers de femmes. Les métiers de s'occuper des enfants, c'est des métiers de femmes. Et du coup, ça a un lien, je pense, avec l'exploitation des femmes en général. Bon, toujours est-il que nous, on est sur le métier de RH, et je pouvais pas m'arrêter là. C'est quoi les solutions à ça? C'est quoi les solutions aux problématiques qu'il y a dans le métier de RH? Et j'ai isolé 4 solutions. Voilà, les 4 solutions, les voilà. La solution 1, ça va être changer d'état d'esprit. C'est une solution où vous allez pouvoir rester dans la même boîte, dans le même poste, mais il va falloir vraiment changer la façon dont vous considérez votre poste et, par exemple, apprendre à dire non, baliser considérablement votre poste et écarter toutes les tâches qui ne s'approchent pas de ce poste-là, refuser toutes les tâches qui ne sont pas RH, se faire aider, voilà, exiger des outils qui vont vous aider à digitaliser, etc. C'est pour ça que je considère que ça va vraiment concerner que 10% de la population RH parce que c'est peut-être la plus difficile à mettre en œuvre. C'est une incertaine, je pense que elles peuvent s'épanouir dans cette fonction-là sans changer de boîte, sans changer forcément de poste, mais il va falloir modifier la façon dont elles voient leur poste. Ça veut dire ne plus avoir de responsabilité, par exemple, dans le conseil des dirigeants. Ça va être se recentrer sur un poste plutôt de gestionnaire RH. Voilà, quelque chose de beaucoup plus technique. Donc voilà, c'est bien certaines qui vont se reconnaître beaucoup plus dans ce côté technique. Et à ce moment-là, ça peut être une très bonne solution pour ces personnes-là. La deuxième solution, ça va être changer de boîte. Il y a certaines boîtes qui sont pas du tout vertueuses pour les RH, et heureusement, il en existe quand même quelques-unes qui le sont. J'ai eu l'occasion d'échanger de temps en temps avec des RH qui m'ont dit que quand elles avaient changé de boîte, ça leur a permis de reconsidérer totalement leur environnement de travail et de fait beaucoup plus apprécier leur métier de RH après avoir changé d'environnement. Donc je pense que pour 20% d'entre elles, ça peut être une bonne solution, donc voilà, de changer d'univers et de changer d'environnement et de trouver un environnement sain pour les RH et le plus important, de trouver un environnement où la stratégie RH de la direction est la même que la vôtre. C'est super important. La troisième solution, qui va concerner beaucoup plus de gens, je pense, comme la quatrième solution, ça va être de changer de statut. Je vous ai dit, je crois beaucoup en l'indépendance du métier de RH pour pouvoir être efficace, donc je pense que le statut freelance, indépendant, etc., est un vrai métier d'avenir pour les RH qui permet de garder ce métier de RH, mais de changer de statut, ce qui permet de ne pas tout changer d'un coup. C'est un peu compliqué. Moi, c'est ce choix que j'ai fait. Je suis restée dans les RH, mais j'ai pris un statut indépendant. Je suis même plus RH technique. Je suis devenue influenceuse RH et créatrice de communauté. Ça me permet de garder un pied dans ce métier que j'adore, mais d'avoir une indépendance d'esprit qui fait qu'aujourd'hui, je peux raconter un peu ce que je veux. De toute façon, je suis pas attachée à un dirigeant en particulier. Donc voilà, j'essaie de réunir les femmes qui se lancent aussi dans les freelance, dans le freelancing RH. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me raconter tout ça. Et la dernière solution, c'est la quatrième, donc c'est changer de métier. Je pense qu'il y a pas mal de femmes RH qui ont l'occasion et la possibilité d'exercer un autre métier. Mais il faut se dire vraiment que le métier de RH, c'est un métier qui permet de développer énormément de compétences, qui est peuplé de femmes qui sont pleines de compétences et de choses à valoriser, et qui pourraient les valoriser dans d'autres métiers que les RH, parce que les RH, c'est un métier qui permet d'avoir plein de passerelles vers d'autres métiers différents. Communication, le marketing, la finance, même d'autres choses encore. Et du coup, je pense que ça peut être une bonne façon aussi de réfléchir à qu'est-ce qu'on aime dans les RH, est-ce qu'il n'y a pas d'autres métiers dans lesquels on peut évoquer tout ça. Donc voilà, ça c'est les 4 solutions, bon vous les avez, et en fait si je vous raconte tout ça, c'est parce que c'est les 4 solutions que je vous donne dans le guide d'une RH égarée. Je vous en ai parlé, je l'ai écrit cet été, et c'est un guide que du coup j'ai dirigé vers les RH, les femmes RH qui sont en quête d'épanouissement professionnel, qui sentent qu'il y a un truc qui cloche actuellement dans leur situation, mais qui savent pas exactement quoi. Et ben, dans le guide, j'ai fait 4 parties différentes. La première partie, c'est connaître votre état actuel, émotionnel, mental, savoir où vous en êtes. La deuxième partie, c'est mieux vous connaître vous-même, avec 4 outils de développement personnel qui vous permettront de vraiment connaître vos valeurs, votre histoire personnelle, etc., et professionnelle, et pouvoir acter vraiment qui vous êtes professionnellement. La troisième partie, c'est un grand test qui vous permet de définir quelle est votre solution dans ces 4-là, et de savoir dans quelle direction vous devez aller. Vous êtes plutôt profil 1, 2, 3 ou 4. Et la quatrième partie, c'est fixer un objectif pour la suite, parce que l'idée du guide, c'était qu'il soit amusant, que ce soit des outils amusants, mais qu'il soit aussi concret et pratique, et qui vous donne vraiment une feuille de route pour la suivre, pour la suite.
et que vous ayez un objectif concret à suivre pour la suite du programme et que je vous laisse pas comme ça sans rien. Donc voilà, j'ai vraiment envie de mettre mes recherches, depuis 3 ans que je fais des recherches sur le métier de RH, notamment au féminin, j'ai envie de mettre ça au service de la communauté de la sororité RH et leur permettre d'avancer vers l'épanouissement professionnel parce que les femmes RH sont des femmes pleines de compétences, d'envie et de belles qualités et je trouve ça dommage finalement de gâcher ça dans un métier qui est pas reconnu, qui est bafoué comme il est fait aujourd'hui et je pense qu'il y a plein d'autres solutions, voilà. Et du coup, j'ai isolé ces 4 points et j'espère que vous vous reconnaîtrez dans une des 4. J'en doute pas parce que franchement, j'en ai pas vu d'autres. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai terminé mon petit cours.